Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième rendez-vous du JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité high-tech toutes les semaines. Bonjour Jérôme. Salut François. Au sommaire, cette semaine, à l'occasion du Salon du Livre de Paris, on va tout vous dire sur le livre électronique. Vous êtes un utilisateur assidu du BlackBerry. Eh bien, il y a des nouveautés, on vous dit tout dans un instant. On va jeter un coup d'œil également sur la future aventure high-tech de Jean-Louis Etienne. Et puis, comme à chaque fois, en cette fin d'émission, nous vous proposerons un grand déballage de produits high-tech. Et croyez-moi, ça va déballer. Soyez les bienvenus. Avec Oprine.fr, votre imprimeur de carte de visite en 24 heures. Mais juste avant, on va jeter un coup d'œil sur l'une des infos qui a retenu notre attention cette semaine, c'est l'annonce d'une future console portable, Nintendo DS, en 3D. Et je pense que Nintendo a dû regarder le JTech la semaine dernière, puisqu'on faisait un dossier spécial télévision 3D. Ils se sont dit, une console 3D portable, ça serait pas mal. Alors regardez les images, c'est assez étonnant, c'est les images qui traînent en ce moment sur le web. On ne peut pas vous garantir que ce sera la future console, hein, Jérôme. Pas du tout, c'est ce à quoi pourrait ressembler un jeu en relief sur la DS. Mais c'est impressionnant quand même, le résultat. C'est pas encore la console elle-même qui devrait s'appeler, peut-être, en tout cas pour l'instant, elle s'appellerait la 3DS. C'est plutôt joli. Et grosse particularité, cette console pourrait s'utiliser sans lunettes. Alors ça, si Nintendo arrive à tenir cette promesse, c'est assez génial. Oui, si en plus on n'est pas obligé de prendre une aspirine juste après avoir joué une heure, donc c'est quand même un exploit. On va voir ce que ça donne. On en saura plus d'ici juin, puisque c'est en juin que se déroulera le grand Raoult, le grand salon du jeu vidéo à Los Angeles, le 3. Que tu ne rates jamais, évidemment. Bien sûr. Le rendez-vous du jeu vidéo. En tout cas, la 3D arrive sur le jeu vidéo, non seulement sur cette petite future console portable, mais également sur les consoles de salon, on le sait, PlayStation 3, Xbox 360, et puis bien sûr sur PC, c'est déjà une réalité d'ailleurs sur PC. Voilà, finalement le raz-de-marée 3D est partout, même dans le jeu vidéo. Voici toute ma bibliothèque, j'ai vendu tous mes livres chez moi. Puisque tout tient là-dedans, c'est un livre électronique, il y a différents modèles, il y a ça également, et à l'occasion du Salon du Livre de Paris, c'est en ce moment, on ne pouvait pas faire autrement que de parler du livre électronique. Tu avais donc une bibliothèque chez toi ? Oui, bravo. J'ai plus rien. C'est vrai que le Salon du Livre, c'est en ce moment à Paris, porte de Versailles. Alors bien sûr, on parle du livre traditionnel, mais une grosse partie de ce salon sera réservée à la lecture de demain, celle du livre électronique. Pour en parler, nous avons avec nous Hervé Van Campernol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing chez Sony France. Alors Sony qui depuis plusieurs années est installé sur ce marché du livre électronique avec le e-reader. Est-ce que, enfin, à votre avis, l'année 2010 va voir le départ de la lecture électronique ? Alors oui, on peut être optimiste sur cette année 2010 en France, sachant que l'Angleterre et les États-Unis ont déjà explosé au niveau de la lecture électronique et que ça y est, en France en 2010, ça devrait être la bonne année, à la fois parce que l'offre matérielle va se développer, les libraires s'y mettent, les éditeurs ont enfin compris l'opportunité que ça pouvait être pour eux. Donc cette année, c'est l'année du reader en France. À une époque, c'était très cher. Combien ça coûte aujourd'hui un livre électronique ? Alors aujourd'hui, par exemple, Sony a deux modèles, un modèle à 300 € et un modèle à 200 €. Donc ça devient aussi quelque chose qui devient accessible pour une certaine partie de la population. Alors vous le disiez, enfin les éditeurs s'y mettent, ça veut dire qu'ils ont traîné vraiment de la patte avant de passer du papier à l'électronique ? Particulièrement en France, et c'est en ça où le marché s'est moins vite développé en France qu'ailleurs, c'est-à-dire que vraiment aux États-Unis, en Angleterre, il y a une offre de livres qualitative et quantitative et au bon prix qui est là, et à ce moment-là, le consommateur se laisse séduire par le hardware en étant sûr de trouver le bon livre électronique. En France, hélas, ce n'est pas le cas. Depuis que nous avons lancé notre produit il y a 18 mois, l'offre est peu qualitative. Il y a 20% seulement des titres, des nouveautés qui sont disponibles en format électronique et relativement cher, puisque le livre électronique est, par exemple, taxé à 20%, alors que le livre physique papier est à 5%. Donc l'écart de prix entre les deux est assez limité. Donc finalement, ce n'est pas aussi non plus séduisant que ça pourrait l'être en France par rapport à d'autres pays. On se retrouve parfois dans des situations ubuesques où un livre électronique coûte plus cher qu'une version papier. Ou en tout cas le même prix, ce que le consommateur a du mal à, bien entendu, à admettre, et ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Donc, mais tout ça est en train de bouger, et donc on peut rester optimiste sur cette année 2010, où ça peut être l'année effectivement du démarrage du livre électronique en France. Alors ce type d'appareil, là, ce Bookin ou le e-reader de Sony, ce sont des appareils qui permettent seulement de lire. Très bientôt, il va y avoir l'iPad d'Apple qui arrive et qui lui aussi sera un livre électronique, mais qui fera des tas d'autres choses. Est-ce que vous craignez l'arrivée de l'iPad ? Non, parce qu'en fait, on l'a déjà vu sur d'autres marchés. Il y a effectivement, pour certains usages, des produits qui sont spécialisés pour un seul usage et des produits qui sont capables de faire plusieurs usages. Et on va être dans la même configuration avec le livre électronique. Donc, il y a des produits qui ne savent faire que le livre électronique, comme le nôtre.
Et il va y avoir voilà, des tablettes numériques, des téléphones, peut-être des PC qui peuvent faire beaucoup de choses, dont permettre aux consommateurs de lire des livres électroniques. Et les deux peuvent coexister tout simplement parce que, voilà, vous le voyez déjà aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans sa poche, et n'empêche qu'on a quand même un appareil photo numérique, un caméscope, un GPS par ailleurs, parce que quand on a besoin voilà, de faire une belle photo ou d'utiliser de façon approfondie un GPS, on a besoin d'un produit spécialisé. Et de temps en temps, en dépannage, d'avoir un appareil qui fait tout dans la poche, ça permet aussi voilà, de pallier parfois au fait qu'on n'ait pas le produit en poche. Ce sera exactement la même chose pour le livre électronique. Par rapport à un produit qui fera tout mais qui le fera peut-être moins bien, le livre électronique aura toute sa raison d'exister, notamment pour les gros lecteurs et les grosses utilisations, voilà, de par son confort, son ergonomie, enfin tous ces arguments qui en font un produit vraiment dédié à la lecture. Donc peut-être le livre électronique pour les gros lecteurs, et puis l'iPad ou même les smartphones, parce qu'on peut lire aussi des livres sur les smartphones notamment, et sur iPhone, pour les lecteurs occasionnels. Exactement, donc finalement, pour moi, ça peut, à un moment donné, un consommateur peut avoir les deux. Effectivement, quand on est dans son lit, qu'on a envie de lire un livre pendant quelques heures, on prend un outil qui est spécialisé pour ça, qui est confortable, sur lequel on ne va pas s'abîmer les yeux, il y aura l'ergonomie, il y aura tout ce qu'il faut. C'est le livre électronique. Et à un moment donné, quand on est dans sa cuisine et qu'on cherche, qu'on a besoin de lire une recette de cuisine, d'un livre de cuisine, voilà, l'iPad ou d'autres produits seront peut-être mieux adaptés à ce moment-là à cet usage-là. Donc ça peut être tout à fait complémentaire. On parle beaucoup de Wi-Fi, de 3G pour télécharger du contenu, que ce soit des livres, mais aussi, pourquoi pas, des magazines, des quotidiens. Le e-reader de Sony, lui, doit être connecté à un ordinateur et télécharger en fait un livre depuis l'ordi pour être après transféré sur le e-reader. Vous allez garder cette stratégie ou vous allez évoluer? Alors aujourd'hui en Europe, on a ce produit qui effectivement oblige à se connecter à l'ordinateur, oui. À passer par l'ordinateur. Néanmoins, aux États-Unis, on a lancé le produit donc, qui est 3G, donc qui permet entre guillemets de downloader, de décharger des newspapers ou des livres sans PC directement en système. Ça va arriver bientôt en sans France, fil. ce modèle? Donc on peut imaginer que ça puisse arriver relativement rapidement, d'où mon optimisme sur l'année 2010 qui, a priori, est de bon augure pour Sony et pour ce marché-là. Hervé Van Campernoll, merci beaucoup. Rappelons que vous êtes directeur marketing chez Sony France. Merci. Vous êtes au cœur du JTech, toute l'actualité high-tech, c'est toutes les semaines exclusivement sur le web. Et on va prendre un peu de hauteur maintenant en jetant un coup d'œil sur la future expédition polaire de Jean-Louis Etienne, le navigateur, l'explorateur. Et Jean-Louis Etienne n'en est pas à son premier exploit. Cette fois-ci, il s'attaque à un défi qui n'a jamais été relevé. C'est le fait de pouvoir traverser le pôle Nord simplement sur un dirigeable. C'est un défi technologique incroyable. Ouais, moi, je ne le ferai pas personnellement. Moi non plus. Alors, en avion peut-être. Son ballon est truffé d'appareils high-tech. Pourquoi? Parce qu'il va envoyer des données scientifiques. Il va également tenir une sorte de journal de bord sur le web. Il va communiquer avec des élèves qui seront, eux, évidemment, au sol. Nous avons rencontré Jean-Louis Etienne, des propos recueillis par Dominique Piotet. Alors, je vais communiquer par un système de satellite qui s'appelle Iridium. Les satellites qu'on utilise normalement pour les télécommunications, pour la télévision, sont ce qu'on appelle les satellites géostationnaires, qui sont sur le plan de l'équateur, à 36 000 km de la Terre, et ils n'atteignent pas les pôles. On ne peut pas les capter du pôle Nord. Et on utilise donc une constellation de satellites à orbite polaire qui passe régulièrement au pôle et qui s'appelle Iridium. Ça permet d'envoyer donc des mails, des photos, mais des petits fichiers, quoi, des photos de 20-30 kilooctets, pas plus pour le site internet. Vous êtes aussi également, enfin vos appareils scientifiques sont connectés. Comment ça se transmet, toutes ces données? C'est un peu nouveau tout ça, c'est un peu la première fois que c'est fait, non? Alors, c'est la sonde CO2, le magnétomètre qui mesure le champ magnétique, vont être connectés en permanence et il y a une périodicité de transmission qui se fera par le même système Iridium. Donc, c'est des paquets de données qui sont concentrés et envoyés périodiquement sur ce système-là, ce qui va permettre à la fois aux scolaires qui nous suivent sur le programme pédagogique d'avoir des valeurs en temps réel, et aussi les scientifiques qui vont donner ces instruments et ces mesures à faire, l'opportunité de suivre les mesures en temps réel. Alors voilà, Jean-Louis Etienne qui est sur le départ là, tout va commencer début avril. Il attend évidemment que la météo soit clémente pour partir dans les meilleures conditions possibles pour ce genre d'expédition incroyable. Allez, il y a du nouveau chez BlackBerry. 36 millions d'utilisateurs dans le monde. BlackBerry, c'est fait pour travailler, mais pas seulement. BlackBerry
On essaye de s'amuser chez BlackBerry avec une nouvelle version de BlackBerry Messenger. Oui, parce qu'il faut savoir qu'un utilisateur sur 2 de BlackBerry a acheté son appareil simplement pour travailler, bien sûr, un petit peu, mais aussi pour le plaisir. Des ados adorent le BlackBerry et utilisent le BlackBerry pour envoyer facilement des SMS ou des emails. Et la force, tu le disais, du BlackBerry, c'est justement cette messagerie qui est propre aux constructeurs. Et qui aujourd'hui prend une dimension réseau social avec une nouvelle version, donc c'est Christophe Ducamp qui nous en parle. Grande nouveauté sur BlackBerry Messenger, avant vous chattiez, vous échangez vos pins, vous pouviez chatter. On a maintenant la possibilité de créer des groupes, donc on a créé un mini réseau social sur BlackBerry Messenger qui vous permet de créer des groupes et d'être administrateur de ce groupe, d'inviter des amis soit par adresse email, soit toujours en échangeant votre PIN, mais aussi on a intégré la notion de flashcode qui vous permet directement, avec l'appareil photo, d'inviter votre correspondant, parce qu'il a aussi un flashcode, c'est le petit carré avec différents symboles dessus. Et vous pouvez donc échanger des photos, poster un rendez-vous sur son calendrier, partager des listes, partager des vidéos, partager des mémos vocaux, tout ceci bien évidemment en instantané. C'est la particularité de BlackBerry Messenger, c'est que c'est de l'instantané. Dans le monde, on est à plus de 36 millions d'utilisateurs. Il faut savoir qu'on est à plus de 50% de ces 36 millions qui sont des clients non professionnels. Donc des personnes qui achètent leur BlackBerry dans une boutique pour mettre leur email professionnel, pour mettre leur email personnel, pour aussi y mettre leur réseau social. Et maintenant, le fameux BlackBerry Messenger, donne-moi ton PIN, je vais pouvoir discuter avec toi en temps réel, quel que soit l'endroit où tu te trouves, hein. Ça peut être à l'international comme évidemment en France. Comme chaque semaine dans le JTech maintenant, le déballage des joujoux high-tech. François, tu nous as apporté, c'est quoi ça? Écoute, c'est un skateboard et j'aimerais bien d'ailleurs que tu montes dessus pour voir si tu sais en faire. Peu probable. Non, bien sûr, ce n'est pas un skateboard. C'est un chargeur de nouvelle génération, Jérôme. C'est un chargeur à induction. Et ça évite... Comme les plaques de cuisine? Tout à fait, sauf que là, ça chauffe beaucoup moins. On ne peut pas se brûler. Enfin, a priori, pour l'instant, ça va. Je suis sorti sain et sauf de mon expérimentation. En fait, ça évite d'avoir des fils partout. Tu n'es plus obligé de brancher ton appareil pour qu'il se recharge. Le principe est simple. Un smartphone. Je lui ai donc inséré une petite coque qui est livrée avec. Hein, c'est une option, en fait. C'est gros, hein, quand même. C'est un peu gros et c'est un peu lourd, certes. On est au début de cette technologie. Attention, là, on est en train d'expérimenter des choses, les amis. On prend l'appareil, on le pose simplement sur la petite plaque induction et il se recharge, vous le voyez, l'indicateur vert s'est allumé. Pas mal. Ça marche aussi avec d'autres appareils? Nintendo DS, ça marche avec pas mal de produits high-tech qu'on utilise au quotidien, en fait. Alors, 70 € pour la version 3 ponts de téléchargement, parce qu'avec cet appareil-là, tu peux recharger 3 appareils. Et le petit accessoire qui permet d'adapter ton appareil sur ce chargeur coûte entre 20 et 30 €. Voilà, peut-être l'avenir du rechargement des appareils mobiles. Hein. Côté santé et côté voilà, environnement, tout ça, on ne sait pas trop ce que ça fait. Là, pour l'instant, ça va, j'ai pas trop chaud. Autre gadget, regardez ça, si c'est pas magnifique, ils ont osé une webcam pour chiens et chats. Alors, vous attachez une petite caméra... C'est ton animal de compagnie, ça, ou pas? Vous attachez une petite caméra comme ça, au collier de votre chien ou de votre chat et vous voyez tout ce qu'il voit, en fait. Voilà. C'est passionnant, la vie d'un chien ou d'un chat. Hein. C'est sûr, sûr. Mais alors, ça sert à quoi exactement? C'est-à-dire que tu vas pouvoir suivre le trajet de ton animal de compagnie pendant toute une journée, oui, c'est ça? Alors malheureusement, on ne peut pas suivre le trajet en direct. C'est-à-dire que les images ne sont pas retransmises. Elles sont simplement enregistrées. Donc il y a des piles, il y a une carte mémoire, on peut enregistrer 3 heures de vidéo. Et après, le chat rentre à la maison, tu mets ça sur ton ordinateur et tu vois tout ce qu'il a fait dans la journée. Tu peux surveiller ses fréquentations, voir où il va se promener. S'il va voir une fiancée, par exemple, c'est quand même horrible, ça, de violer son intimité, si je puis me permettre. On pénètre un peu dans l'intimité des chiens et des chats. Ça coûte 99 €. C'est pas joli, joli. Allez Jérôme, on termine avec quelques belles images. L'actualité du moment, c'est la sortie au cinéma du dernier Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles, bien sûr, qui fait un carton, qui est en 3D. Eh bien, l'adaptation du jeu vidéo est plutôt réussie sur Wii et sur DS. Et en plus, Cocorico, c'est un studio français qui a réalisé donc ce jeu, qui est plutôt réussi graphiquement, on le voit, hein, les images sont très très belles. Il s'agit du studio Étrange Libellule qui est à Lyon. Et alors, le but du jeu, c'est de ne pas en fait diriger Alice, mais c'est de diriger tous les protagonistes de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, qui doit essayer en fait de faire que Alice puisse s'en sortir, ne pas être mangée par tous ses adversaires. Et on retrouve toute la magie de l'univers de Lewis Carroll, évidemment. Voilà, disponible sur Wii, là c'est la version Wii que vous avez vue, mais aussi disponible sur Nintendo DS. C'est la fin de ce JTech, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Voilà, puisque dorénavant, toutes les semaines, vous aurez droit à votre dose d'actualité high-tech. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site de lachaînetechno.com, www.lachaînetechno.com. Salut à tous et à bientôt. Ciao, bye bye.
Bon, on va pas se quitter comme ça. T'es sûr? Je te fais un petit tour de magie. Non, parce que je te rappelle que la semaine dernière, c'était complètement ridicule. Bouge Tu pas. vas recommencer? Regarde, j'ai trouvé le mode d'emploi sur Internet. Donc tu vas nous faire quoi? Un tour de magie, là? Ouais. C'est ça? Comme sur l'iPhone. D'accord. Coupée en deux parties à peu près égales. J'ai un peu peur. La deuxième partie, vous la recoupez en deux parties à peu près égales. Voilà. Ouais. Et la première partie en deux parties à peu près égales. Pas Il y a mal. une petite musique sympa derrière. Ouais. Attends. Nous allons prendre la première, prendre 3 cartes que l'on met en dessous du paquet et une carte sur chaque paquet. La même chose avec le deuxième paquet. Ouais. 3 cartes en dessous, une carte sur chaque paquet. 3 cartes en dessous avec le troisième paquet et une carte sur chaque paquet. Il va trop vite là. Et une dernière fois avec le quatrième paquet, 3 cartes en dessous, une carte sur chaque paquet. Une petite passe magique. Tu le fais bien, là. Et les 4 as sont apparus. J'ai pas l'impression que ça marche bien, ton truc. Ça a encore raté. C'est promis, il recommencera plus. Merci Raymond Copperfield.